Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage. Aujourd'hui, je suis accompagnée des confrères. Il s'agit de Madame Assetou Diarra, journaliste, reporter à Nouvelles du Mali, que vous connaissez très bien. Assetou, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va, ça va très bien. Ça se passe? Ça va. On a toujours un petit passe. Ça va, on suit l'actualité et on essaie de mettre notre grain de sel en passant bonjour à tous les téléspectateurs de Mandé TV. Merci beaucoup. Téléspectatrices aussi. Deuxième personne décrypteur sur ce plateau, il s'agit de Moussa Tembeni, journaliste, chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, bonjour. Bonjour, Fadima. Bienvenue, ça va? Oui, ça va, merci. Pas un inconnu aussi pour ouais, les pas un inconnu pour les téléspectateurs. Surtout, d'après les téléspectateurs, Fadima dit je suis plus poignard de poids. C'est quoi alors? Donc, je salue tous ceux qui nous regardent actuellement. Et surtout, la grande Satan vous revient aussi parce que c'est vous qui prenez la peine de nous inviter. Et nous savons, comme j'ai l'habitude de dire, organiser des émissions n'est pas très facile parce que c'est tellement angoissant. Chaque fois, il faut se rassurer est-ce que les invités seront là, est-ce qu'ils seront sur le plateau, jusqu'à ce que l'émission quand même soit produite. Donc vraiment, chapeau à vous. Merci beaucoup. En tout cas, on fait notre boulot comme il se doit pour rendre ce qui est à rendre à César, notamment ce sont les citoyens maliens et par le monde, je dirais. Nos sujets, nous aurons à décrypter la visite du président de la République du Niger, voilà, qui a fait une visite sur le Mali. Et deuxième sujet, nous aurons également les 80 ans de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est déroulée le 22-29 septembre. Troisième sujet, nous reviendrons sur la situation énergétique. Voilà, les citoyens aimeraient avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet-là. Troisième sujet, dernier sujet en région, il s'agit de la République de Guinée. Voilà, les nouvelles constitutions. Qu'est-ce qui est dit à cette nouvelle constitution? Sans plus tarder, nous allons prendre nos sujets. Voilà, le président de la République du Niger a rendu visite à son homologue malien, voilà, le 30 septembre 2025. C'est tout, pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Une visite du général Abdourahmane Tiani, président du Niger au Mali, qui a été ombrée par un mystère, parce que une visite de 24 heures, il faut le préciser, 24 heures, après qui s'est poursuivie aussi au Burkina Faso. Pour parler de quoi? Il n'y a pas eu de réel communiqué ou alors de message fort à l'issue de cette rencontre, où nous avons plutôt assisté à un président, à deux présidents d'ailleurs, qui étaient assez surpris que les journalistes les tendent un peu le micro. Donc, visite, on se dit, c'est pour renforcer le partenariat entre les pays de l'AES, notamment les crises que nous connaissons, que ce soit d'ordre sécuritaire, d'ordre de financement ou encore d'ordre énergétique, mais réellement pointé du doigt parce que pas de communiqué officiel, on se demande, mais quand même cette visite, le message ça interpelle. D'accord. Est-ce qu'il y a une urgence en téléchargement? Ça interpelle. D'accord. Est-ce qu'il y a une urgence en téléchargement? Moussa? Oui, Fadima, moi je dirais que la visite, nous l'avons appris, comme tout le monde, que le président devait se rendre ici. Le président lui-même l'a dit, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Parfois, c'est très compliqué de faire ses propres analyses. Donc, il faut se baser sur des faits, sur des dires de ces personnes. Quand vous voyez cette visite, vous comprenez qu'il y a l'urgence. L'urgence, c'était quoi? Parce que quand vous entendez le président lui-même dire qu'il est arrivé à point de pied, une visite de travail, moi je pense que c'est une visite de travail, on ne vient pas à point de pied. Ça veut dire qu'il y a le protocole qui est là, tout est organisé. Ça veut dire que c'est une journée de marathon où les ministres sectoriels doivent se rencontrer pour discuter sur des différents secteurs, comme nous l'avons vu. Il a dit la première fois, c'était de venir remercier le Mali avec la délégation qui sont venus. Ils ont discuté des différents secteurs dont le Mali pouvait vraiment s'entendre avec le Niger. Et après, quand le président est rentré, une délégation malienne s'est rendue au Niger. Après, les Nigériens sont venus au Mali. Il y a des secteurs dont nous avons parlé. Le secteur de la défense, le secteur de l'hydrocarbure, parce qu'en ce moment aussi, le Mali était en crise de carburant. Exact. Ils avaient même dit qu'il y avait à peu près comme 1 million, 3 millions de litres de carburant qui devaient rentrer au Mali. Donc, il y avait tout ça qui a été discuté. Donc, maintenant, cette fois-ci, quand le président même dit qu'il est surpris de voir la presse,
et qu'il n'était pas quand même assis pour voir la presse venir le temps Préparé. le micro. Et que moi, ce qui m'a un peu interpellé, parce que quand il disait ça, il regarde notre président fait un geste. Donc, c'est comme, voilà, lui, il est. On ne sait pas quoi dire. C'est pas quoi dire en fait. Bon, c'est comme le président Tchani devant la presse, il fallait dire quelque chose pour ne pas éveiller d'autres soupçons. Donc il a parlé pour ne rien dire parce que quand il parle de développement, déjà les banques de développement dont ils ont dit, elle est quand même mise en place, ça c'est un projet de l'AES. Et si ça doit être consolidé, normalement, ce projet devait être porté par le président de l'AES, puisque le président Assimi Goïta est en exercice de cette confédération. Donc, ça veut dire que ces projets porteuses, normalement, c'est à la fin du mandat qu'il fait le bilan de tout ce qui a été dit comme projet. Par exemple, nous avons initié tel projet, voilà où nous sommes et voilà ce qu'il reste à faire. Par rapport à cette armée unifiée, comme il a déjà dit à le chef d'état-major qui est déjà opérationnel, nous l'avons vu, le Burkina a déjà dit, le président du Burkina, dans une interview, a dit déjà au Burkina, la première bataillon est déjà prête, la deuxième est en cours. Donc ça veut dire que ce sont des trucs qui sont connus. Mais comme il a dit, il y a des choses peut-être, lui-même il a dit, qui ne peuvent pas s'avancer et qu'il y a des choses internes qui sont dites qui ne peuvent pas s'avancer tout de suite. Peut-être c'est ça l'urgence que peut-être les gens ne devraient pas savoir, que ça c'est entre les États. Bon, comme on le dit, l'urgence est là, parce que quand un président quand même quitte son pays et qui dit qu'il est arrivé à pointe du pied, donc ça veut dire qu'il y a une urgence. Maintenant, quelle est la nature de l'urgence? C'est ce qui n'a pas été dit, ni aux Nigériens, ni aux Maliens, sauf les deux chefs d'État qui savent, peut-être, sont entraînés tête à tête. Maintenant, peut-être, moi, en un premier temps, ce que j'avais pensé, peut-être comme nous sommes le président, notre président de la transition étant président en exercice, son mandat arrivait à terme, peut-être pour moi, c'était juste de venir préparer la nouvelle rencontre entre ces trois pays, entre ces trois présidents-là, puisque nous savons que déjà le congrès qui devait se tenir a été repoussé encore. Donc peut-être pour moi c'était de revoir tout ça, voir comment préparer le prochain sommet de ces chefs d'État-là, puisqu'il y a une urgence. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses qui ne nous ont pas été dites. Il y a anguille sous roche par rapport à cette visite-là. Peut-être les jours à venir nous édifieront. Mais comment vous comprenez que, voilà, ça aussi, ça a quand même interpellé pas mal de confrères, et même moi, ça m'a interpellé quand j'ai vu une visite d'amitié de travail, 24 heures, je me suis dit, 24 heures pour le travail, c'est quand même un petit peu plus. C'est un peu, une visite d'amitié, on aurait tout à fait, on aurait pu comprendre cela. On aurait même pu interpréter ça comme étant une visite avec le retour du Premier ministre qui a été aux Nations Unies, ça a coïncidé en même temps, peut-être que c'était un petit peu ça, on s'attendait à ça histoire de montrer qu'ils sont notamment en bloc. Mais le travail en tant que tel, il n'y avait rien de nouveau, comme le dit Moussa. Moi, dans un premier temps, j'ai indexé surtout l'aspect énergétique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois d'août passé, il y a eu le président tchadien qui s'est rendu au Niger justement par rapport à leur projet en commun, par rapport à un projet qui va pouvoir alimenter, oui. L'interconnexion. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette question m'est tout de suite revenue. Mais la manière dont cette visite s'est déroulée, comme ça, en 24 heures, vraiment stipule qu'il doit y avoir d'autres sujets beaucoup plus prioritaires qu'on ne veut nous faire croire. D'accord, ok. Donc, pas grand-chose là-dessus. Voilà, une visite éclair. On pourra l'interpréter comme ça. On va aller avec notre deuxième sujet. Il s'agit de la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est déroulée du 22-29 septembre 2025. À ces tours, 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, placée sous le thème de Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. C'est vraiment cette thématique qui a été mise à l'ordre du jour lors de cette 80e anniversaire, justement pour voir comment est-ce que notre monde peut vivre encore mieux dans la paix, dans le respect des droits humains et dans le respect aussi de l'environnement. Il ne faut pas l'oublier que toutes ces questions, que ce soit d'ordre environnemental ou d'ordre des droits humains ou encore de réconciliation, de gestion des conflits, se règlent. Et cette année particulièrement, tous les États ont été invités, dont le Mali. Et ça a été vraiment le lieu où beaucoup d'États ont pu s'exprimer sur leur vision de ces questions prioritaires mondiales, mais aussi un lieu où les États ont aussi parlé des problématiques ou alors des conflits qu'ils ont, entre autres, et interpellé l'ONU pour la résolution. On a notamment vu l'entrée de la Palestine qui
il y a d'autres qui étaient présents dans la salle qui ont libéré la salle. Donc, tout ça démontre un peu des tensions qu'il y a dans le monde, mais ces genres de rencontres sont vraiment nécessaires justement pour pouvoir faire un bilan et voir comment est-ce qu'on peut s'associer pour rendre le monde encore meilleur. C'est ce qu'on peut dire. D'accord. Il y a aussi beaucoup de discussions par rapport à cette 80e. Voilà, ça a été installé juste après la guerre mondiale. Les membres permanents, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Ça, un petit peu. Oui, vous savez, quand je regarde la thématique dont Assetou vient d'évoquer, c'est un peu surprenant. Parce que pour moi, pour que le monde puisse vivre en paix, il faut que les 5 puissances, comme on le dit, acceptent d'abord que la paix revienne dans ce monde-là d'abord. Parce que ce sont eux qui foutent le bordel partout dans ce monde. Quand vous voyez aujourd'hui tous les grands conflits qui se mènent dans ce pays-là, vous verrez que ces cinq permanents sont derrière. Parce que vous savez, le monde est divisé aujourd'hui. À savoir la Chine, oui, la aujourd'hui, Russie, le monde la est divisé en France, 2 blocs. Aujourd'hui, le monde est divisé en 2 blocs. Et ces 2 blocs sont vraiment des puissances. Et chaque puissance aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, parfois, c'est compliqué de le dire. Même l'Afrique, nous clamons nos souverainetés alors que nous ne sommes pas réellement souverains parce que, quel qu'en soit, nous sommes obligés de nous aligner derrière l'un de ces blocs, ces puissances. Et l'Afrique aussi est divisée entre ces puissances-là. Donc chaque bloc a ses partenaires. Et vous verrez partout dans ces conflits, comme il vient de le dire, quand vous prenez la bande de Gaza aujourd'hui. Parce que les États-Unis, en un mot, est derrière. Donc, ça crée problème. Quand vous prenez le cas de la Syrie, qui a été soutenu par, qui a été soutenu par la Russie, à un moment a lâché. Vous prenez aujourd'hui, aujourd'hui vous prenez le Congo démocratique aujourd'hui. Où en sommes-nous? Donc, moi je pense que ces thèmes-là, il faut qu'ils les revoient. Et puis, aujourd'hui, ce plateau, comme il l'a dit, cette tribune des Nations Unies, doit être vraiment un endroit où vraiment on peut régler les choses. Mais il faudrait constater que chaque année, ça s'empire. Chaque année, on expose les problèmes. Chaque année, ce sont des États qui se boxent à cette tribune. La seule chose que je peux attribuer à cette tribune-là, c'est qu'il y a vraiment une liberté d'expression. C'est là-bas, il n'y a pas de censure. Tu viens, tu dis ce que tu as à dire, on note. Si tu es faible, là, tant pis, l'année prochaine encore, tu reviendras encore sur ce même sujet-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette tribune-là, il faut que c'est les puissances. Moi, je dis toujours, quand ces puissances-là vont... Le jour que ces puissances-là voudront que vraiment la paix règne sur ce monde-là, je pense que ce jour-là, on aura vraiment une véritable paix. Sinon... Il y a question de paix, mais il y a question aussi de la représentativité des pays africains. Parce que sur les membres, il n'y a aucun pays mais c'est pour cela que je te dis. C'est vrai que sur 193 membres avec 5 membres permanents qui ont droit de vote, l'Afrique est totalement absente. Mais c'est pour cela que je te dis. Il faut faire le combat. Oui, vous allez faire le combat vous basez sur quoi? C'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est divisée entre ces 2 blocs-là, entre ces puissances-là. Donc, maintenant, l'Afrique ne fait que suivre. Est-ce que je sais pas si vous me faites quoi? Au lieu que l'Afrique mène le combat pour qu'elle-même, sa voix porte, elle fait le combat des autres puissances. C'est ça le problème. Donc, je pense que c'est ça, il faut que les dirigeants revoient cet aspect-là. Aujourd'hui, quand vous prenez ces pays européens, comme nous dit, si l'Afrique est unie et que l'Afrique veut vraiment sortir, je pense que nous pouvons le faire. Mais tant que ces dirigeants-là ne cesseront pas de se battre pour des postes, ne cesseront pas de se battre pour des intérêts personnels, ne cesseront pas de se battre pour l'intérêt de ces puissances-là, il est très difficile pour nous de pouvoir avoir des voix au sein de ce parlement-là. D'accord, c'est tout. On a quand même pu regarder lors des débats généraux avec chaque pays. Chacun est venu porter sa voix, notamment en donnant la situation de son pays et notamment de l'espace géopolitique de ces pays-là. Il y a des sujets qui ont quand même été très portés par nous, les hommes-femmes de médias. Il s'agit de ce qui s'est passé entre le Premier ministre et avec le ministre des Affaires étrangères algérienne. Ça défraie la chronique, on le dira même ainsi. On peut en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, depuis que le fameux drone qui a été abattu à Tizawaten entre la frontière algérienne et malienne,
Les tensions sont montées entre l'Algérie et le Mali. Ce qui est vraiment regrettable, c'est de se rendre compte que ces tribunes sont aujourd'hui le théâtre de règlement de conflits, au lieu réellement de messages de plaidoyer ou alors de messages pour présenter les acquis de notre souveraineté. Mais effectivement, ce sujet principal a vraiment beaucoup rempli la toile, notamment à travers le discours du Premier ministre Abdoulaye Meiga. C'était le 26 septembre à la tribune de l'ONU, justement, où il a ouvertement accusé l'Algérie d'ingérence, d'appui au terrorisme. Je pense, selon lui, le drone abattu par l'Algérie est retombé sur le sol malien, ce qui, selon lui, invalide la thèse algérienne de violation de l'espace aérien. De son côté, l'Algérie a retorqué, à travers son ministère également. Et ce dernier a non seulement nié les faits, mais en plus de cela, c'était vraiment, on va dire ça de façon ludique, mais c'était un exercice digne plutôt de réaction d'adolescent, entre guillemets. Parce que c'est effectivement ça. À la limite des insultes, on a assisté à un ping-pong d'accusations et de droits de réponse. Après, il y a eu la délégation malienne, elle aussi, qui est venue se justifier et réclamer un droit de réponse par rapport à la déclaration du ministre de l'Algérie. Et ainsi de suite, l'Algérie aussi a demandé son droit de réponse. Donc, au finish, concrètement, ce qui est attendu, c'est vraiment qu'il y ait plutôt une réunion, parce que le Mali, de son côté, avait demandé à la Cour internationale de justice de prendre cette affaire en main afin qu'on puisse réellement savoir qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Est-ce que réellement il y a une ingérence de l'Algérie dans les affaires maliennes? Mais l'Algérie n'a pas validé cette requête auprès de la Cour de justice internationale, qui s'est donc dit incompétente pour juger cette affaire. Voici donc la situation. Les tiraillements continuent. Est-ce que l'ONU va permettre à ceux qui aient une rencontre pour que ces deux parties puissent s'entendre et enfin statuer? Ou alors les tiraillements vont continuer et est-ce que le Mali, à travers l'AES, il y aura des redondances, comme on a eu à le voir les mois passés où quand l'espace aérien a été fermé, l'Algérie a fermé son espace aérien au Mali, il y a eu la réciprocité où le Mali aussi a fermé. Mais quand le Mali a remercié son ambassade, le Burkina Faso et le Niger aussi ont remercié leur ambassade, mais n'ont pas suivi par rapport à la fermeture de l'espace aérien. Donc tout ça, c'est à voir. En tout cas, l'Algérie est un pays frère malien. Je pense que le ministre de l'Algérie n'a pas cessé de le mentionner. Et je pense qu'il va falloir quitter cette crise rapidement pour s'attaquer au vrai problème, qui est le terrorisme et les problèmes sécuritaires. Moussa, cette tension entre le Mali et l'Algérie, les propos quand même assez forts de part et d'autre. Oui, ça veut pas c'est regrettable que vraiment cette tribune des Nations Unies soit vraiment un véritable ring de boxe pour les États. Parce que là, ça doit être l'occasion pour les États d'exposer les problèmes, comment résoudre les crises au sein des différents pays, et puis aussi comment vraiment évoluer pour que ces différents pays-là puissent vraiment se développer. Et comme Stavien l'a dit, vous savez, cette crise avec l'Algérie n'a pas commencé maintenant. Si vous vous rappelez, depuis que le Mali a dénoncé ce fameux accord d'Alger, la crise a commencé entre l'Algérie et le Mali, parce que pour l'Algérie, elle était le garant de cet accord-là. Non seulement qui permettait vraiment de participer aux différentes réunions de CSA, des trucs. Donc, et si ça permettait aussi à l'Algérie, ce que les gens oublient, c'est que nous sommes dans une guerre géopolitique, comme on le dit, d'intérêt. Parce que quand ces mouvements armés contrôlaient le nord, donc ça veut dire l'Algérie aussi, à travers ses commerces, pouvait faire librement les échanges en termes de carburant, en termes de nourriture, tout ça, sans payer les frais de douane, des taxes. Donc, même d'autres parlent même de l'exploitation pétrolière. Là aussi, l'Algérie même commençait déjà à exploiter au niveau de... Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il faut comprendre. Donc, il y a une situation de guerre géopolitique, comme on le dit. Donc, après avoir dénoncé cet accord-là, après que le Mali ait récupéré Kidal, donc c'était encore compliqué à l'Algérie de mener ses activités comme il le fallait. Donc, les tensions ont commencé à monter. Donc, pour le Mali avait d'abord suggéré que tous ceux qui étaient à Kidal, comme on dit, le FLA, comme on le dit, les séparatifs là qui sont repliés vers l'Algérie, on les avait considérés comme des terroristes après avoir
affirmé eux que ce sont eux qui ont attaqué le bateau de Tombouctou. Juste après, encore un contingent de l'armée malienne plus les partenaires russes sont tombés dans une embuscade à Téza. Et après, nous avons l'Ukraine aussi qui a, à travers son ambassade à Dakar, qui a affirmé qu'ils ont porté des lettres. Et ces gens-là sont repliés vers l'Algérie. Donc, depuis là, les tensions ont commencé à monter. Jusqu'à ce que l'histoire de ce drone-là intervient. Bon, quand vous regardez les deux communiqués, disons la vérité, l'Algérie est allée un peu trop loin, vu les relations circulaires qui sont entre le Mali et l'Algérie. Et n'oublions pas que le Mali aussi a participé quand même à la guerre d'Algérie, qui a permis à l'Algérie quand même d'acquérir son indépendance. On a l'habitude de dire la base aérienne, c'était à Gao, ici, avec le président Théoum. Donc, le Mali en a fait assez. Donc, pour moi, pourquoi abattre un drone alors que il pouvait tout simplement appeler le ministre de la Défense pour dire, bon, voilà, votre drone vient de franchir la ligne, peut-être de 20 cm, de 40 cm, parce que c'est la technologie. Peut-être le pilote même du drone peut peut-être ne même pas perdre contact avec le drone. Et puis le rappeler, tout ça peut vous arriver. Mais pourquoi l'abattre? Et le Mali a dit clairement, à travers le ministre des Affaires étrangères, il a dit lors d'une émission, qu'ils ont même demandé aux autorités algériennes vraiment de leur fournir des preuves qui montrent que la drone a franchi quand même la frontière, parce que puisque les débris des drones là se sont retrouvés sur le territoire malien. C'est ça le problème. Donc, ils ont attendu, ils n'ont pas eu de réponse. Donc ils sont passés à la vitesse supérieure, saisissant maintenant la Cour internationale, comme il a dit, justice, pour dire, bon voilà, cette affaire-là, nous avons demandé à l'Algérie, maintenant trancher. Maintenant, ce que les gens oublient, la Cour internationale de justice dit incompétent, parce que pour eux, quand elle est saisie d'une affaire et quand le pays dit ne pas reconnaître la plainte, elle ne peut pas convoquer le pays. Donc, on est resté là. Donc, pour le Premier ministre malien, c'était quand même l'endroit idéal. Mais sauf que peut-être il a un peu oublié, parce que le Mali, ce n'est pas sa première saisine. Le Mali a saisi cette même Assemblée nationale et internationale par rapport à la situation avec la France, a dit, nous détenons des preuves que la France soutient les terroristes. Donc convoquer une session et nous allons apporter nos preuves, jusqu'à preuve de contraire. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. C'est pour cela que je dis les puissances. Il va falloir que les puissances acceptent que la paix règne dans ce monde. Sinon, Fadima, je suis convaincu que l'ennemi commun que tout le monde entier combat, qui est le terrorisme. Je dis, vous avez un membre qui soutient, qui les finance, qui est derrière eux. J'ai les preuves matérielles. Pour moi, il est bon de dire, bon, si vous avez les preuves, apportez-les donc. On convoque la réunion, bon, voilà les preuves dont il dispose. Quelle est votre version des faits? Mais là, non, parce que celui qui siège au sein de cette institution-là a un droit de veto. Et c'est pour cela que je dis, moi je pense qu'il faut revoir même la fonctionnalité de cette organisation-là. Parce que il ne peut pas, parce qu'une seule personne pose son droit de veto, qu'il y a une urgence et que personne ne peut. C'est comme le cas de Kadhafi. Il a fallu seulement que quelques pays se réunissent et donnent le feu vert et qu'on vienne, on détruit la Libye et que nous payons les frais jusqu'à présent. Tout à fait. Et c'est vrai. Donc, ça a été le moment pour le Premier ministre d'exposer les faits dont l'Algérie a mené. Moi, je m'attendais quand même à une réaction de l'Algérie pour venir encore démentir les faits du Mali. Mais non, fort probable, je l'ai dit, je ne suis pas toujours d'avis, peut-être avec les prises de position de nos autorités sur certaines scènes, mais cette fois-ci, je me dis que l'Algérie pouvait saisir cette occasion pour montrer les faits comme ils l'ont dit, démentir, dire, bon, voilà ce que le Mali a dit, ce n'est pas vrai, voilà nos preuves que nous avons. Mais au lieu de ça, il est venu dans les débats de personnes, des attaques personnelles, et ça n'y est pas. Et ça, je ne pense même pas quand est-ce que nous allons finir dans ça. Et cette tension n'arrange ni l'Algérie, ni le Mali. Parce qu'il faut se dire que le terrorisme n'a pas d'ethnie, n'a pas de frontières, n'a pas d'amis. Elle finit avec moi, demain, elle peut se retourner contre toi. Et si l'Algérie pense que, ça veut dire, et soutenir ces terroristes parce qu'aujourd'hui le Mali est en difficulté, parce qu'aujourd'hui le Mali est coincé, qu'elle se dise que peut-être demain ou après-demain, ça peut être son tour. Et bon, moi, ce qui m'étonne un peu dans cette situation, je pense que aussi, il faut que nos partenaires aussi, parce que nous allons le dire, parce que le Mali et la Russie sont des partenaires, la Russie et l'Algérie sont des partenaires, donc il faut que peut-être nos partenaires là aussi essaient vraiment de rapprocher vraiment ces deux pays-là, vraiment d'essayer de rapprocher les positions pour qu'on puisse sortir de cette affaire-là. Et je pense que pour cette lutte contre le terrorisme, on a intérêt à ce qu'on collabore avec l'Algérie, parce que déjà nous
partageons des milliers de kilomètres de frontières ensemble. Et par finir, si on arrive à collaborer, on arrive à s'entendre, je pense que cette histoire de terrorisme-là, on peut vite la vaincre. Mais sauf ça, ça serait très compliqué parce que si ces gens-là ont leur base arrière en Algérie, non seulement ça veut dire qu'ils auront le soutien de l'Algérie aujourd'hui avec cette tension-là pour essayer d'axer le Mali. Et là, ça n'arrange ni le Mali, ni l'Algérie, parce que s'ils finissent avec le Mali, demain, ça peut être l'Algérie. Et bon, je pense que les liens circulaires, comme le ministre l'a dit, c'est là. Donc, il faut que vraiment les dirigeants essaient vraiment de s'entendre pour que nous puissions sortir de cette crise-là. D'accord. N'oubliez pas aussi que le discours porté par le Premier ministre Abdoulaye Mbaïga était un discours collégial, notamment les membres de l'AES. Donc, c'est comme si tout ce qui a été dit, c'est des idées partagées par les deux autres pays. Mais cette lutte contre le terrorisme, la sécurité, la défense, est-ce qu'en réalité, quelle médiation possible là? Quelle médiation, quelle stratégie de médiation vous voyez vraiment possible pour qu'on puisse converger tous ensemble pour notamment faire cette lutte contre le terrorisme? On peut y avoir des médiations. Parce que vous savez, au Mali, nous avons des personnes ressources. Mais comme une fois de plus, je vais vous le dire très clairement, il va falloir que les puissances acceptent à ce que la paix revienne. Parce que quand vous prenez ces terroristes, comme vous le disiez, mais ils ne sont pas téléportés. Ce sont des humains comme nous. Les armes qu'ils acquièrent là, d'où viennent ces armes-là? Il faut comprendre à quel port ces armes-là passent pour les atteindre. Il faut savoir ça. Donc aujourd'hui, nous avons des personnes ressources que nous pouvons peut-être utiliser, parce que quel qu'en soit, il y a des Maliens déjà, comme on l'a vu. Parce que je pense que les différents forats que nous avons fait ont toujours dit de dialoguer avec les Maliens qui sont dedans. Maintenant, moi je pense que le tout physique ne peut pas tout résoudre. Même la première, la deuxième guerre mondiale, comme vous l'avez dit, nous avons assisté tout ça, c'est fini par des négociations. Donc il faut négocier. Maintenant, négocier pour quand même préserver l'intérêt du peuple et du pays. Maintenant, je pense qu'il y a des gens ressources, il y a des personnes de ressources qu'on peut utiliser au Mali, comme au Niger, comme au Burkina. Et à un moment donné, comme il l'avait dit, il y avait la brouille, mais c'est vrai, à un moment, le Niger s'était emporté, mais après, le Niger a essayé de faire mener la médiation pour que nous puissions nous entendre. Donc je pense que, quelles qu'en soient les tensions, il faut que, sachons raison garder, essayons de voir vraiment les inconvénients et puis les dégâts après. Sur ça, on peut s'entendre. Surtout des crises diplomatiques, il y a plusieurs voies et moyens pour régler ça. Parce que le problème même de ce terrorisme, comme je t'ai dit, Fatima, il faut que l'Algérie soit sincère avec le Mali. Il faut que la Mauritanie soit sincère avec le Mali. Donc, si ces deux pays-là arrivent dans un cadre de sincérité avec le Mali, et ce qu'on s'en donne, je pense qu'on peut vraiment lutter contre ça. Parce que quand vous prenez ces terroristes-là, des gens de 5 000 et 6 000 hommes qui défient tous trois pays, c'est compliqué. Donc, ça veut dire, mais les logistiques, quand vous voyez la transformation même de méthodes de ces terroristes-là, tu sais quand même que ce n'est pas quelqu'un qui est en brousse qui développe tous ces affaires-là. Ça veut dire, non seulement méthodiquement, c'est planifié, il y a des cerveaux qui sont derrière, qui sont invisibles, non seulement qui planifient et qui arment ces gens-là contre le Mali. Et là aussi, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on ne peut pas venir dans un village, frapper le fils du chef du village, ou bien prendre le fils d'un lion et penser dormir paisiblement. Non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre avec des puissances qui sont quand même des puissances. Et là, c'est là où je reviens encore sur même la manière de communiquer. Parce que moi, je pense que la communication aussi a beaucoup son rôle dans cette affaire-là. Et nous l'avons toujours clamé. L'armée, c'est la grande miette. Parce que tu te bats avec quelqu'un. C'est-à-dire, les terroristes, quand même, c'est une guerre asymétrique où le visage de l'ennemi n'est pas connu. Il peut être entre nous sans qu'on le chasse. Et puis, donc, tout ce que nous acquérons, nous avons dit toujours, il faut une discrétion autour des acquisitions que l'armée fait, autour des opérations que l'armée mène sur le terrain. Mais ça a été mal perçu en ce temps, et maintenant je me dis, bon Dieu, Dieu nous donne raison, parce que ces mêmes personnes qui communiquent, qui se disent patriotes, on les voit maintenant qui sortent encore pour essayer de sensibiliser les gens, de ne pas filmer les convois de l'armée, de ne pas filmer les opérations de l'armée. Nous, on s'est réveillé à 6 heures, on a dit, vous nous avez insulté, et vous vous réveillez à midi, et vous verrez réveiller. Donc, je pense que tout ça, c'est à revoir et voir maintenant
coûte et coûte, il faut que le Mali et l'Algérie puissent s'entendre pour que nous puissions sortir de ça. Merci beaucoup, Moussa. Le dialogue. Le Pour moi, dialogue. c'est le dialogue. Dialogue, Franchement, communication, toutes les crises diplomatie. se sont résolues à travers le dialogue, le fait de négocier. Je pense que on va beau partir, à la fin, on va arriver à la... Donc, autant commencer par ça. D'accord, merci beaucoup. On va regarder ça de très très près. En tout cas, c'est des voisins, hein, c'est des frères. On est ensemble. Il y a rien à faire là-dessus. On espère bien qu'on verra un horizon un peu plus sain. Plus sain, on dira ça ainsi. Notre prochain sujet, il s'agit de l'EDM, la situation énergétique du Mali. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée quand même sur l'énergie. Voilà, Moussa, est-ce qu'on peut faire une analyse de cette situation jusqu'à aujourd'hui, notamment aller vers des solutions apaisantes pour le quotidien des Maliens et surtout qui puissent maintenir l'économie, parce que l'impact, elle est surtout sur l'économie. Ce n'est pas un impact sur le confort et le quotidien des Maliens tous les matins, on pourrait dire, mais c'est l'économie aujourd'hui qui est fortement impactée. Vous savez, Fadima, oui. C'est-à-dire, je vais peut-être faire une petite analyse, mais quand vous me direz aujourd'hui de parler de cette situation énergétique de façon claire et nette, je pense que je préfère m'abstenir, parce que dans ce pays-là maintenant, on ne peut pas tout dire, on ne peut même pas parler sincèrement en fait. Parce que quand tu fais certaines analyses, parfois, tu penses développer quelque chose, peut-être qui peut apporter un plus, qui peut attirer l'intention, mais on voit ça, peut-être on ne t'accuse pas de pouvoir insulter le pays ou bien de pouvoir mener le pays dans d'autres choses. Mais ce qui est sûr, je vais te dire, cette situation énergétique, quand vous prenez, moi c'est pour cela que je me dis, parfois il faut que nous reprenions conscience. Nous prenons conscience comme quoi, parfois, la gestion d'un État se fait avec beaucoup de prise en crédit. Il faut voir d'abord les inconvénients et ce que ça peut rapporter, c'est-à-dire les intérêts même d'abord de ce dont on vient. Le peuple malien a été très résilient, nous l'avons dit. Aucun pouvoir n'a bénéficié quand même de soutien populaire plus que cette transition-là. Si vous vous rappelez, cette question énergétique, elle avait commencé il y a des années, ça n'a pas commencé maintenant, depuis les présidents. Comme nous-mêmes, nous avons l'habitude de dire que les politiciens ont bravé ce pays-là. Moi, je ne suis jamais d'accord de ceux qui disent que ceux qui ont dirigé ce pays-là pendant ces 30 dernières années ont bravé le pays. Moi, je dirais que tous ceux qui raisonnent de sorte, peut-être ce sont des enfants qui sont nés après peut-être 80, après le coup d'État de 91, 90. Peut-être ceux qui ont vécu avant, quand vous leur direz ça, ils vont vous dire que vous êtes malade. Parce que quel qu'en soit, dans la gestion d'un pays, il y a des qualités, il y a des défauts. Et c'est ça le problème. Tout ne peut être parfait. Quand vous prenez la crise énergétique, à un moment, il y avait la crise énergétique dans plusieurs pays. Comme on était dans une relation commune qui était la CEDEAO. C'était autant d'Amadou Toumani Touré. C'est juste faire une petite recherche. Pourquoi il y avait même l'interconnexion entre nous et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait cette crise énergétique. Donc, l'organisation a un sujet nécessaire. On ne peut pas régler cette crise-là dans tous ces pays de la CEDEAO. Donc, il fallait choisir des pays où nous pouvons vraiment mettre des barrages qui peuvent quand même être interconnectés à d'autres pays pour fournir d'autres pays, afin que nous puissions pallier cette question de crise énergétique. C'est comme ça que l'interconnexion du Mali et de la Côte d'Ivoire est intervenue. Et en ce temps, ATT, quand vous vous rappelez, Gbagbo, il y avait la rébellion. Il a fallu que ATT mène la médiation pour que Gbagbo puisse venir à Bouaké pour le premier lancement. Et le deuxième lancement à Sikasso avec Feu Soumela Boubé Maïga, avec les ministres de la Côte d'Ivoire et consorts. Donc, ça veut dire ces infrastructures qui ont été installées, c'est l'argent du Mali. On ne dit pas à la Côte d'Ivoire de nous donner le courant gratuitement. C'est comme on peut être, mais le conflit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Nous savons qu'aujourd'hui, l'OTAN est derrière l'Ukraine. Mais est-ce que cela les empêche d'acheter le gaz russe? Est-ce que cela empêche la Russie et l'Ukraine de faire des échanges? Non. C'est des intérêts. Il ne faut pas mélanger les choses deux fois. C'est notre investissement et nous demandons à la Côte d'Ivoire de nous donner de l'électricité. Nous payons, ce n'est pas de l'aumône. Maintenant, s'ils nous doivent, ça c'est un autre problème. Parce que là aussi, il faut parler de cette affaire. On leur doit, oui, voilà. Si on leur doit, je veux dire. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est là où ils nous tiennent. C'est là où ils nous tiennent. Parce que
Moi, je ne peux pas prendre ton crédit et puis dire encore que je vais faire le graduat du mentor. Non. Mais il y a un moratoire, il faut qu'on comprenne. Donc, c'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Non, Alassane ne peut rien contre cette question d'électricité parce que nous la payons. Ils ne nous donnent pas ça gratuit. Quand vous prenez la dette de cette électricité en 2022, c'était à peu près 90,3 milliards en 2022. Mais quand vous venez en 2025, ça passe de 90,3 milliards à 182,6 milliards. Maintenant, au lieu d'expliquer au peuple ce qu'il y a, on se dit non, on ne va pas parce que. Moi, j'aurais voulu que le Malien aussi dise aux exploiteurs de lithium, dites nous sommes en belligérance avec la Côte d'Ivoire, nos lithium ne passeront pas par le port de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous avons accepté que le lithium traverse le port de la Côte d'Ivoire pour aller à destination? Mais la Côte d'Ivoire pouvait dire nous sommes en belligérance avec le Mali, votre lithium ne passe pas par notre port. Mais là, c'est l'intérêt du pays qui est là. Ils ont accepté. Et le pays en bénéficie. Après ça, on dit on ne va pas en Côte d'Ivoire. D'accord, laissons la Côte d'Ivoire. Nous sommes en belligérance. Et quand tu es en belligérance avec quelqu'un, tu peux ne pas partir. Maintenant, quelle est la solution qu'on nous propose? Nous avons souffert, nous avons accepté. Après, on vient nous dire, bon, la ministre vient de nous dire, bon, voilà, nous sommes allés en Russie. Il y a des centrales nucléaires qui seront prêtes dans 3 ou 4 mois. Le problème de l'électricité, elle est bonne. Oui. Centrale solaire. Non, centrale nucléaire même a été dit, civile, qui veut produire de l'électricité, ça a été dit quand ils étaient allés à Moscou. On dit, oh, d'accord, on va avoir de l'espoir, ça va aller. Serrons les ceintures jusqu'à présent. On serre les ceintures. On y va, par finir, on vient, bon, les centrales solaires, c'est mieux. Maintenant, Sanagoroba et l'autre village là, qui est derrière Bangoni, là, on va faire des centrales, des champs solaires qui pourront vraiment pallier à ça. On dit, ah, ça c'est une bonne idée, parce que là, il faut que nous quittons les thermiques. Si les barrages, on n'arrive pas à les entretenir avec le soleil, nous avons abandonnement, parce que parfois, tellement il fait chaud que la climatiseur de Fadima même n'arrive pas à refroidir. Avec le soleil, c'est bon. On nous choisit les sites, le président va faire les poses des premières pierres, on dit, voilà, cette fois-ci, on est sur le bon chemin. Et quelques jours, il y a des vidéos qui circulent, non, c'est fini. À la grande surprise, le président vient nous dire, j'ai fait la pause, ils ont vendu les terrains. Encore une fois de plus, encore le Mali se pose, les Maliens se posent la marque à quand. On est dans ça, on nous dit, bon, le carburant va venir, le Niger va nous donner du carburant, on est là, le carburant ne vient pas, on attend. Après, on dit, bon, pour pallier à ça, il y a un système qui a été mis en place pour que sur toute transaction, qu'on nous coupe 10%, 5%. Les gens se lèvent, non, bon, ça, bon, après, si c'est pour l'électricité, il n'y a pas de problème. On commence, on dit, bon, il y aura quand même vraiment une certaine suivi, il y a une clarité dans ça. 6 mois, 3 mois, pas de compte rendu. Après, on vient nous sortir une somme qui a été donnée à l'EDEM pour pallier. Et en même temps, le président aussi nous annonce qu'il y aura, le gouvernement va emporter des panneaux et des batteries lithium pour que les gens puissent quand même, les ménages, et ça serait subventionné. C'est une bonne idée. Et jusqu'à présent, ce magasin n'est pas encore opérationnel. Le courant, on s'est dit, le Premier ministre vient, la première des choses, c'est de rencontrer d'abord les travailleurs de l'EDEM. Les gens disent, ça c'est très bien. Un Premier ministre qui était là, qui dit qu'il n'est pas au courant des dossiers de l'EDEM, en tant que Premier ministre, il est parti. Le nouveau qui vient, il prend à bras le corps. Voilà, nous sommes sur la bonne voie. Il rencontre les travailleurs de l'EDEM, il dit, bon, proposez-moi des pistes de solutions très rapides pour que les Maliens quand même puissent sortir de cette affaire-là. On dit, bravo. Maintenant, on sait qu'il y a un général à la tête et ça va marcher. Après consultation, EDEM vient, ceux même qui travaillent, les spécialistes même viennent dire, monsieur le ministre, quelles qu'en soient les pistes pour que le Malien puisse rapidement quand même, pour que les Maliens soient soulagés, il faut que nous retournons vers la Côte d'Ivoire. Stratégiquement pour... Oui, pour stabiliser un peu, le temps qu'on règle tout ça. Le Premier ministre dit non, vous avez tapé poteau. Là, la Côte d'Ivoire, nous n'irons pas. Cherchez d'autres pistes de solutions. Et ils n'en ont pas. Et les Maliens continuent à rêver pour dire que nous aurons le courant. Moi, c'est pour cela que je me dis, sur quoi nous allons nous baser, sur quel génie malien nous allons... Quel est ce génie malien-là qui va permettre aux Maliens aujourd'hui d'avoir le courant? Puisque ceux-mêmes, les techniciens qui sont là, nous montrent les pistes de solutions qui disent aux ministres la piste de solution très rapidement pour que nous puissions stabiliser. Voilà la voie. Nous décidons de ne pas y aller. Et nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de produire le courant à 100%.
Attention, il y a un Malien, un panneau. Non, un Malien, un panneau. Mais c'est ce que mais ce n'est pas réel. Mais le projet n'est pas encore réalisable. Parce que ce que j'ai dit, le président avait promis à ce que des panneaux et des batteries solaires puissent être importés et subventionnés pour que les petits ménages quand même soient indépendants de l'énergie. Et en ce moment, on avait dit que c'était très bien. Parce que quand il y a un panneau aujourd'hui, pour ceux qui le savent, peut-être ma cousine Fatima, peut-être elle connaît un peu là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises maintenant, le carburant, personne ne peut le soutenir. Par exemple, pour une télé qui fonctionne 24 heures sur 24, par mois, tu n'as pas moins de 1 million, 1,1 million dans le carburant. C'est insoutenable. Pour l'argent que tu ne trouves pas, tu ne peux pas l'injecter quand même dans le carburant. Donc, tout ce qui est, c'est une alternative entre le panneau et peut-être les petites heures qu'on nous donne pour faire l'alternative. Mais maintenant, tout ça, ça a été dit, les gens attendent rien. On nous coupe de l'argent et puis ce qui est plus grave, on nous facture 2 fois sur l'électricité. Non seulement on coupe nos 50 et nos 10% et nos 5%, et quand nous prenons les crédits Insago aussi, on est prélevé là-bas, et ça n'a jamais été dévoilé aux Maliens. Pourquoi? Pour un crédit de 5 000, il faut que tu ajoutes 125. Et en prenant ça aussi sur Orange Money, encore tu es facturé. Pour quelque chose, je paye. Bon, c'est comme ça qu'on nous donne le tarif normal de l'électricité, qu'on paye, et que vraiment on ait quelque chose. Moi, je pars acheter la chose, et pour avoir cette chose, c'est devenu mon argent m'appartient, tu ne me donnes pas ça gratuitement, même pour l'avoir, c'est un problème. Donc je pense que, on l'avait dit la fois dernière, il y a un nouveau DG qui a été nommé, mais qui est malheureusement aussi arrivé au mauvais moment, parce que pour que ce groupe-là puisse fonctionner, il faut avoir du carburant. Donc peut-être on arrivera là. Donc on est dans cette situation-là. Donc, pour cette question d'électricité-là, moi je pense qu'on va continuer à serrer les ceintures, ceux qui peuvent, essayer d'abord d'acheter 2 panneaux, avec des batteries pour que au moins ces enfants-là quand même puissent apprendre même les leçons. Sinon, nous revenons à la case départ parce que c'était déjà une avancée où on disait on était plus à 6 heures de coupure seulement. Et d'un coup, on chute encore à 12 heures de coupure de fois. On a tantôt 12 heures de coupure tantôt. Et le lendemain encore, vous avez 12 heures d'électricité, 12 heures de coupure. Donc, par fini, on n'a aucun programme clair même qui nous justifie. Et moi, Bamako, c'est mieux parce qu'à Mopti, les gens s'asseyent avec leur téléphone devant les prises. C'est eux, quand même, il y a un programme. Ils savent à quelle heure le courant vient, donc chacun s'attend. Quand l'ampoule fait ting, tu branches, le temps que ça repart. Donc, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Moussa, qui a fait une large décryptage. Voilà, je pense que tout a été pratiquement dit. C'est tout. On a vu surtout les citoyens se plaindre beaucoup sur les réseaux sociaux quand ça a commencé, surtout en ce mois de septembre, le mois de septembre qui s'est achevé, où la venue d'un nouveau directeur a été la reprogrammation de la distribution électrique d'électricité aux Maliens. Donc l'incompréhension, les Maliens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux, Moussa l'a dit tout de suite, malgré qu'on nous prélève doublement, voire triplement même, on n'a toujours pas d'électricité. Le prélèvement, c'est depuis le début de l'année 2025. Aujourd'hui, le cycle, en plus, c'est tout. Comment comprendre aussi quelque part cette non-communication de l'EDM? Parce que le nouveau cycle qui est installé, on ne sait plus. Chacun spécule, chacun tâtonne un petit peu à sa manière, mais il n'y a aucune communication. Je pense que c'est déjà très difficile de prévoir l'inconnu aussi, parce que, à ce qu'on sache aussi, le fait qu'il y ait des perturbations par rapport à l'approvisionnement du carburant, c'est ce qui fait que nous voyons maintenant beaucoup plus ces délestages. Et donc, de ce fait, puisqu'on ne sait pas clairement quelle citerne va être attaquée à quel moment, il est très difficile de mettre un programme qui va être encore non respecté et encore ajouter de l'aigreur à ces populations qui sont déjà très mal servies. Donc, ça, je pense que quelque part, c'est difficile. Mais on l'a dit sur ce plateau, il y a quelques mois de cela, sur cette question d'énergie, particulièrement celle qui est fournie par rapport à l'EDM. Il faut que les gens cherchent des solutions alternatives. Il n'y a pas d'autre solution possible à ce stade, parce qu'on était d'accord qu'on est solutions alternatives, Moussa l'a dit, c'est la subvention des panneaux. Non mais il faut, en fait, comme on le dit, il y a ce qui est réalisable et il y a ce qui n'est pas réalisable. Clairement,
Le président en a parlé, mais je pense que lui-même, dès lors, on n'a plus vu d'autres sorties où il a pu nous dire concrètement, nous allons mettre en place ce projet, ça va être dirigé de telle manière, les sélections vont se faire. On n'a pas eu écho de cela. Donc ça veut dire que c'est un projet qui n'est pas réalisable réellement pour le moment. Donc clairement, il va falloir que les populations elles-mêmes cherchent des solutions alternatives. Sinon, si on doit vraiment compter sur la fourniture avec la nouvelle donne liée à l'insécurité, ça va être très très difficile de prévoir quoi que ce soit. L'impact économique dans tout ça qu'on en parle, elle est énorme. Vraiment pas. Elle est énorme. C'est vrai que quand on regarde les sorties du ministre de l'économie, notamment avec ces interrogations qu'il a eues, il a eu à donner certains points, à éclaircir certains points, notamment avec l'émission Malikroa Tassra, comme quoi tous les voyants étaient pratiquement au vert. Pourtant, au quotidien, les Maliens se plaignent, les citoyens essayent de gérer, on va dire, d'une certaine manière. Pourtant, les entreprises aussi, à vue d'œil, il faut quand même marquer le point là-dessus. Les entreprises sont en train de crouler un petit peu face à cette grosse dépense qui n'est souvent pas prévue. Hein. La charge d'électricité devient assez conséquente aux côtés de cette charge des salaires. À ce niveau, déjà, il faut noter, il y a au moins 3 ou 4 ans déjà que nous vivons dans cette situation-là. Et ce qui se passe, c'est que les sociétés, les entreprises fortes ont pu s'adapter, entre guillemets, s'adapter à la situation en installant des panneaux. Et tout ça, ça vient en moins dans la recette de l'EDM. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a un nouveau dirigeant au niveau de l'EDM, mais tout ça va peser justement dans l'atteinte de ces résultats. Les plus gros clients, aujourd'hui, ils ont des solutions alternatives. Donc, finalement, est-ce que ça ne va pas beaucoup réduire la recette de ce côté? Et ce qui est regrettable, c'est que les petites entreprises, elles ont fermé. C'est ça la réalité. Et ça va non seulement jouer sur les finances, mais ça va aussi jouer sur l'emploi. Et qui dit emploi, dit aussi protection de la sécurité alimentaire, dit meilleures conditions de vie, et ainsi de suite. C'est une chaîne qui se suit. C'est un peu ça, malheureusement. D'accord. En tout cas, cette situation... oui, moi, c'était juste par rapport à ce qui concerne les entreprises, vous savez. Et je pense que c'est ce qui va se sentir. Parce qu'au Mali, les moyennes et petites entreprises, comme vous dites, contribuent beaucoup à l'économie, pèsent beaucoup dans l'économie de ce pays-là. Surtout ce dont nous appelons les activités informelles, comme on a l'habitude de dire. Et à chaque fois où vous avez vu, au moment où nous sommes replongés dans cette situation, il y a l'association qui concerne vraiment les grandes entreprises, les usines et trucs, sont allés jusqu'à l'EDEM pour demander qu'est-ce qui se passe. Parce que les entreprises, les usines ont commencé à ressentir vraiment ce poids-là. Qu'est-ce qu'il y a concrètement qu'on les dise? Et c'est là où, à travers leur communiqué, que nous avons su qu'il y avait rupture de carburant. Parce qu'ils ont dit, les responsables de l'EDEM ont dit clairement que les machines sont en bon état, mais il n'y a pas de carburant parce que les citernes ont été attaquées. Donc, ce qu'il a fait, ils ont même fait un communiqué pour dire, ils demandent aux usines de chercher des mesures alternatives qui peuvent vraiment les permettre de mener les activités et que de chercher des moyens alternatifs long terme parce que c'est quelque chose qui ne va pas finir tout de suite. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train d'investir dans les pays voisins aujourd'hui, même les entreprises qui sont ici, comme elle vient de le dire, mais les besoins alternatifs, qu'on le dit, les panneaux solaires. Mais pour une entreprise qui a les moyens d'installer vraiment des panneaux solaires qui peut prendre son entreprise à 100%, mais si cette personne arrive à avoir cette alternative-là, mais c'est à bon débarras l'EDEM, il ne peut plus revenir sur l'EDEM. Donc c'est comme ça. Donc ce sont ces alternatives-là. Donc par fini, à force que plus ça dure, plus les gens cherchent d'autres mesures alternatives qui vont les permettre et qui est plus rentable. Parce que pour quelqu'un aujourd'hui, puis une société maintenant qui a pu installer vraiment des panneaux solaires qui est indépendant de l'énergie, qui voit qu'il est indépendant de l'énergie pendant la journée, parce qu'aujourd'hui il y a des systèmes qui sont installés qui fait que pendant la journée tu peux travailler à 100% sans pouvoir utiliser même les batteries. Mais la personne va prendre cette alternative là. Maintenant c'est juste de voir les horaires de travail. Peut-être si c'est la nuit qu'il travaille, maintenant le gros du boulot va se faire pendant la journée et la nuit maintenant les gens vont se reposer. Et là ça serait manquant. Même pour les ménages aujourd'hui, moi je le dis clairement, pour les ménages, il y a beaucoup de ménages aujourd'hui que l'EDEM vient ou pas.
ils n'ont pas de problème. Parce que les mesures qu'ils ont, les panneaux solaires permettent vraiment d'alimenter les maisons. Donc je pense que le Malien commence à s'adapter à cette situation. Nous avons tellement serré les ceintures que, bon, maintenant, c'est les entreprises. Et si ces entreprises-là meurent, ce sont des chômeurs qui seront créés. Dans un pays où nous disons que nous luttons contre le chômage, les petites entreprises qui peuvent quand même recruter sont en train de mourir. Donc maintenant, est-ce que s'il y a ces chômeurs qui sont sur le marché qui n'arrivent pas à avoir l'emploi, la finalité c'est quoi? Le banditisme de grands chemins. La délinquance. Les délinquants. Donc ça peut amener beaucoup de choses. Donc je pense que cette question de l'électricité, ils ont à cœur. Je pense qu'ils vont chercher la solution pour le bonheur de tous les Maliens en fait. En tout cas, il est vraiment impératif que ce sujet soit pris à bras le corps pour le bonheur des Maliens et le bonheur du Mali, un Mali qui doit pouvoir prospérer, avancer et émerger. Voilà, ce sujet, on a quand même voulu, parce que dernièrement, quelques semaines de cela, on voit ce petit constat avec les citoyens maliens un petit peu sur les plateformes, les réseaux sociaux. Donc, c'est de l'actualité aussi. Notre dernier sujet, on est en région, en République de Guinée. Voilà, la République de Guinée, par référendum, a une nouvelle constitution. C'est tout. Le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. On est sur la voie, effectivement. Le référendum s'est tenu le 21 septembre passé, avec une majorité de oui, à hauteur de 89,38%, même si cela a été contesté par certains membres de l'opposition, dont M. Diallo. Elle ouvre la possibilité pour les membres de la transition, notamment le président Doumbia, de se porter candidat à la prochaine élection qui va se dérouler en décembre 2025. Ouais, 29. Et donc, alors qu'auparavant, cela n'était pas possible. Donc, il y a eu quand même quelques changements dans la Constitution pour permettre cela. Donc, quand on regarde de façon générale, on se dit, bon, ok, c'est quand même un retour à l'ordre constitutionnel, c'est quand même un point positif de retour à l'ordre constitutionnel. Mais il y a beaucoup de mais, parce que il s'agit de quelle démocratie? Il s'agit de quel retour à l'ordre constitutionnel? Là, maintenant, le futur président qui va être élu en décembre prochain, il aura 7 ans et son mandat sera renouvelable une prochaine fois. Il a beaucoup de pouvoir par rapport à la Constitution qui doit être intouchable pendant au moins une quarantaine d'années. Donc tout ça taillé sur mesure, est-ce que c'est vraiment des voies ou des constitutions qui permettent une démocratie qui va permettre réellement de développement des pays tels que la Guinée-Conakry? C'est la grande question, parce que vu comme ça, on a un peu même l'impression que c'est taillé sur mesure pour qui va avoir le pouvoir en décembre prochain. Point d'interrogation. Moussa, par rapport à cette nouvelle constitution, est-ce que si jamais les pronostics donnent le général Doumbia à la tête de ce pays, est-ce que les Guinéens vont vraiment, c'est ça la grande question, est-ce que les Guinéens vont vraiment avoir la paix, la stabilité, un pays totalement bien gouverné, l'émergence aussi qu'il faut, un développement durable, voilà, que les curseurs soient totalement au vert? Oui, bon, vous savez, pour moi, le vote d'une nouvelle constitution ne veut pas dire qu'on revient à l'ordre constitutionnel. Hein. Parce que nous avons vu l'expérience chez nous ici, donc on tire les leçons. On attend. Comme il a dit, il a promis quand même, bon, c'est des promesses qu'il avait faites. Il avait demandé à ce que la Guinée soit d'abord pacifiée. Et quand la Guinée va prendre la voie de l'émergence, ils vont organiser les élections. Donc je pense que c'est un pas par rapport à ce qu'il a dit. Et nous savons que son arrivée aujourd'hui, c'est vrai qu'il est en train de faire son mieux pour redonner un peu l'image de la Guinée aussi. Mais à cela ne tienne. En Afrique, celui qui a le pouvoir décide, comme on a dit, parce que c'est clairement dire, comme c'est l'a dit, quand vous voyez clairement, ça vous montre qu'il n'est pas encore prêt à lâcher la Guinée, quelles qu'en soient les possibilités. Nous allons faire peut-être une élection, comme l'a fait le Tchad, mais ça vaut mieux que rien parce que ça va permettre quand même à la Guinée de s'ouvrir sur d'autres portes. Parce que quand il y a l'élection, au moins, quelle qu'en soit la qualité de l'élection, une fois que les gens sont allés aux urnes, parce que déjà vous l'avez dit, la Constitution, quand nous parlons, on a parlé des référendums, tout le monde était déjà heureux parce que la date déjà est fixée déjà. Nous savons
dans l'ancienne constitution, il était prévu qu'ils ne pouvaient pas se présenter. À un moment, ils avaient dit qu'ils allaient pacifier et partir. Bon, quand on prend le goût du pouvoir, on décide de rester. C'est tout en Afrique, c'est comme ça. Jusqu'à ce que peut-être le jour que Dieu en décidera. Donc, on fait tout, on met des garde-fous, on crée des lois qui nous protègent, qui nous permettent quand même de gouverner aisément, jusqu'à ce que peut-être le jour où Dieu décidera autrement. Mais ce qui est sûr, ça va permettre quand même à la Guinée de s'ouvrir, de sortir de tous ces pimpons-là. Au moins, on dira qu'il y a un président démocratiquement élu, comme le Tchad l'a fait, même si les contours, on sait que comment ça se passe. Mais quand même, c'est une avancée, c'est un pas de plus. Mais pour moi, j'attends d'abord voir à ce que vraiment ces élections-là quand même se passent. Mais ce qui est sûr, on sait que depuis son accession à ce pouvoir-là, il fait de son mieux quand même pour un Guinée émergent. Et ce qui fait que vraiment aujourd'hui, au début, les populations n'étaient pas trop sceptiques, les gens se demandaient, mais aujourd'hui, je pense que la population guinéenne commence aussi à adhérer vraiment aux idéologies du général. Et maintenant, après les élections, peut-être le temps nous dira aussi la vraie façade du général, parce que quand on a le pouvoir, on obtient le pouvoir démocratiquement élu, et quand on vient à autre truc, donc c'est différent. Cette fois-ci, s'il devient président, si les Guinéens votent pour lui, donc ça veut dire qu'il est légitimement, il est légitime parce que c'est le peuple guinéen qui allait décider de lui donner les mandats de 7 ans. Déjà, il va faire ses 7 ans. Et peut-être à partir de là, on va le juger encore sur notre façade de Doumbia, qui est différent quand même du général Doumbia, comme on a l'habitude de le dire. Ça s'est passé au Gabon, comme vous l'avez vu. Au Gabon, c'était la même chose. Après, il y a eu des élections, donc ça a permis maintenant au nouveau président élu de mener ses activités, de s'ouvrir sur le monde. Donc là, je pense que ça va un peu arrondir les conflits de trucs entre les différents partenaires et trucs. Et je pense que ça va permettre au pays de bouger. Quel regard avez-vous sur notamment l'intangibilité de cette nouvelle constitution de 30 ans quand même, hein, c'est pas négligeable, et surtout vous parlez des curseurs sont assez positifs, pourtant l'opposition dénonce quand même, l'opposition dénonce. Et bon, la classe civile aussi dénonce quelque part, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'arrestations, d'enlèvements, les droits humains et autres. Oui, on dira que forcément c'est de la démocratie et que aujourd'hui nos pays africains ont plus besoin de souveraineté que de démocratie. Mais maintenant, comment expliquer ça? Est-ce qu'il va réellement avoir un vrai changement? Non, voilà, après les élections présidentielles. Vous savez, il y a deux contextes qu'il ne faut pas parfois juger. Parce que moi, je me dis, le contexte dans lequel ils sont venus, l'opposition, parce que vous savez, même dans un pays stable, tout ce que le gouvernement fait, toujours il y a de quoi pour l'opposition. Et ça, c'est le droit absolu de l'opposition de critiquer. Ça, c'est le droit absolu. Maintenant, les enlèvements, dans quel contexte? Parce que ce que vous oubliez, Mamadou Doumbia, en ce moment, n'est pas un président élu. C'est un président qui est venu, comme nous savons, qui a été... Non, je répète, hein, il n'est pas dit qu'il a enlevé. Mais je veux dire que l'environnement aujourd'hui République... je dis Mamadou Doumbia, c'est-à-dire si on se rappelle de comment il est venu. Parce que là, c'est un président qui est élu, qui a été arrêté comme le mien, comme le Burkina, comme le Niger, à un moment où ils ont cru savoir que le président veut falsifier la constitution et puis et se redonner un troisième mandat. Ça, c'est le cas de la Guinée, où maintenant l'armée a intervenu et vraiment pour arrêter ce massacre qui allait avoir. Donc pour l'instant, quand ils sont venus dès les premières heures, donc les voix critiquant et trucs, il fallait quand même avoir un pouvoir stable. Donc tout ce qui dérange, parfois c'est ces pouvoirs qui viennent par coup d'État, comme on le dit. Donc pour stabiliser, il faut d'abord faire taire toutes les voix discordantes, pour qu'il y ait d'abord un pays stable et gouverné. Maintenant, c'est ce que je dis, ça serait différent quand il sera élu. Parce que pour le moment, il est venu par les armes. Et quand tu viens par les armes, quand on règne par les armes, ce n'est pas comme si on est dans un réel pouvoir démocratique, comme on le dit, où chacun a le droit de parler librement. Je prends l'exemple, je disais tout de suite, peut-être au temps d'Ibeka, nous, peut-être on avait la latitude de dire certaines choses, et qu'aujourd'hui, on n'a pas cette attitude-là de le dire parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Oui, les gens nous disent qu'on est en guerre. Oui, mais la guerre, c'est depuis 2012. Mais cela n'a empêché de critiquer les présidents démocratiquement élus. Parce que là, je me dis, c'est moi qui ai voté pour ce président-là. C'est moi qui l'ai mis là-bas. Donc, j'ai le droit vraiment de critiquer ces actions dont je ne suis pas d'accord. Mais pour ce cas, c'est compliqué parce que ce sont des gens qui sont venus prendre le pouvoir à travers les armes. Donc c'est très compliqué. Donc il faut d'abord
taire d'abord les voix discordantes, essayer de mettre de l'ordre et maintenant essayer de gouverner. Donc c'est ce qui fait que toute voix qui dérange, on essaie de le faire taire ou bien on essaie de l'intimider. Mais maintenant, quand il sera élu maintenant démocratiquement à travers les urnes, là, ça va. C'est pour cela que j'ai dit, là, il faut attendre encore voir la deuxième façade de Mamadou Doumbia qui revient maintenant en tant que démocrate, en tant qu'élu du peuple. Donc maintenant je ne sais pas si la Constitution prévoit à ce qu'il démissionne comme le Gabon l'a fait ou pas, ou il va garder toujours son grade de général en tant que truc. Bon, tout ça, c'est quand il sera élu. Maintenant, là où nous verrons vraiment la vraie gouvernance. D'accord, ça c'est tout. Je le rejoins par rapport à ça, parce que de toutes les façons, tout ce qui est fait dans ce contexte où effectivement le pouvoir n'est pas pris par les urnes, c'est contestable. Donc c'est contestable. Donc même cette constitution, ce référendum qui a même déjà été contesté par l'opposition, ça peut être contestable. Donc je pense que c'est mieux, peut-être ce sera au-delà des élections maintenant de voir si réellement ils vont pouvoir changer. Et moi je pense que stratégiquement, c'était peut-être mieux même de réviser cette constitution-là après les élections. Je pense que c'était mieux stratégiquement. Oui, mais en ce moment, Doumbia n'aurait pas pu être candidat. Aussi, non, mais changer maintenant pour le contexte, c'est encore échanger. Alors que là, selon la nouvelle constitution, il est impossible justement d'apporter un changement. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que c'est contestable. Est-ce que vous pensez que dans quelques mois, on va voir une reconfiguration ou une redistribution des cartes de la République de Guinée sur le plan géopolitique? Un positionnement peut-être? Bien sûr, un positionnement, parce que ça c'est déjà une avancée pour les partenaires. C'est ce qu'on demande, parce que déjà, puisque le calendrier électoral a été fixé, c'est ce que je dis. Le 28 décembre, j'attends voir d'abord la date des élections, parce que fixer les dates aussi, avoir quand même cette gentillesse de pouvoir fixer les dates. Mais il n'y a pas le calendrier. Il n'y a pas le calendrier, mais la date a été fixée le 28 décembre. C'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit la date est fixée, mais fixer la date n'est pas une fin en soi, parce qu'ici on en a fixé tellement. Chaque fois, il y a des choses qui interviennent, de report à... Nous sommes partis de léger report à un report indéfini, à un report indéterminé, jusqu'à ce qui donnait 5 ans à un président. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut d'abord attendre à ce qu'on nous donne le calendrier exact. Comment de tel jour à tel jour il y aura le premier tour, de telle date à telle date il y aura le deuxième tour, ou bien maintenant, peut-être si un président même passe directement haut la main. Donc, c'est à partir de là qu'on pourra juger. Non, moi, pour le moment, je reste optimiste parce que déjà, c'est un pas quand même d'avoir fixé la date. Comme il a dit, c'est un cheminement. Il a dit, tout ce qu'il dit, il est en train de les mettre en œuvre, parce qu'il avait parlé de pacification, peut-être pour lui aujourd'hui. La Guinée est pacifiée, peut-être la Guinée peut aller aux élections. Il a organisé les référendums, il a fixé la date. Maintenant, on attend le calendrier. Et après, quand ces élections aussi auront lieu, c'est là, maintenant, on pourra juger l'homme sur la parole. D'accord, merci beaucoup, chers confrères. Nous arrivons à la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Voilà, téléspectateurs, je suis avec Assetou Diarra, reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, il y a du fact-checking, je suppose, toujours. Il y avait pas mal de fact-checking dans le mercredi, parce que c'était la rentrée scolaire et il y avait plein de messages sur les réseaux sociaux. J'ai vu des posts de l'année passée où ça a été reporté, qu'ils ont essayé d'actualiser pour mettre ça au goût d'aujourd'hui. Il y a eu des posts où on a dit oui, c'est reporté en novembre, en janvier, on a toutes les dates. Il n'en est rien, la rentrée est bien effective ce mercredi 1er octobre. Donc faites très attention. Merci beaucoup, Moussa Temene, journaliste chroniqueur à Djoliba TV News. Merci beaucoup d'avoir été disponible encore une fois sur ce plateau. C'est un plaisir. Et puis, bon, je donne un clin d'œil aussi à mes parents de Mopti, aujourd'hui, qui souffrent aussi de cette crise, surtout du carburant aujourd'hui. Donc, nous pouvons que prier pour eux, pour que vraiment cette perte en recherche-là, nous puissions la retrouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Et il est difficile de le dire parce que nous avons déjà vu un directeur régional qui menace déjà tout citoyen ou bien journaliste, peut-être qui parlera de la crise, alors que en temps normal, quand même, c'est le boulot d'un journaliste ou bien peut-être d'un citoyen qui vit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les messages en fait, des responsables doivent être de pouvoir rassurer, non d'essayer de mettre les citoyens dans un carcan ou dans un contexte qui est très difficile où le citoyen est très résilient. Parce qu'aujourd'hui,
il n'y a pas de carburant, ça c'est vrai, mais il faut qu'on communique. Parce que, vous savez, on a ce problème-là. Aujourd'hui, le problème du carburant, c'est sur les réseaux, tu circules, tu vois des gens qui font des petits postes, il y a tel de carburant, il y a telle pénurie, alors que le gouvernement peut faire une communication pour rassurer la population. Il y a des difficultés, comme je l'ai dit, le général l'a dit la fois dernière, il dit certes il y a des difficultés, mais le Mali mettra tout en œuvre pour que vraiment les populations soient servies comme il le faut. Ça, ce sont des messages qui sont rassurants. Mais si on laisse vraiment les citoyens même se défiler sur les réseaux sociaux, et à chaque fois, à chaque sortie, si on essaie vraiment d'essayer d'étouffer, ou bien d'essayer... Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. La communication, on ne peut pas la censurer. Parce qu'aujourd'hui, avec mon smartphone, j'ai mon forfait de 200 francs, je filme quelque chose, je jette sur la toile, et pouf, c'est parti. Et ça devient viral. Donc, je pense qu'il faut que l'État essaie d'avoir une communication autour de cette crise-là. Essayer vraiment... Essayer vraiment, je ne sais pas comment je vais te dire le mot, essayer vraiment de réconforter en fait les Maliens, essayer vraiment de sensibiliser les Maliens par rapport à cette difficulté-là, leur montrer que les difficultés, elles existent et nous allons la rencontrer, mais il faut que les gens soient résilients, il faut que les gens soient patients parce que le problème de carburant, ce n'est pas une petite chose. Même, je viens de le dire, les convois, la fois de nous, on a dit des convois vraiment de sécurité, d'arrêter de les filmer parce que ces trucs sont très sensibles. Surtout l'hydrocarbure, les militaires ne peuvent assurer, mais très compliqué parce que ce sont des liquides inflammables. Ouais. Donc, quelqu'un qui peut rester au loin et puis chercher à mettre de dégâts, c'est... Donc, il faut que les gens adhèrent à cette mentalité, savoir qu'aujourd'hui, l'armée, elle est la grande miette, il fait beaucoup de distractions autour vraiment des équipements, des acquisitions, des opérations de l'armée sur le terrain. Et maintenant, au gouvernement maintenant de rassurer le peuple et vraiment pour qu'on puisse sortir de ça. Parce que si on laisse le peuple seul, vraiment aujourd'hui, à communiquer n'importe comment, à parler de ces trucs et essayer de vraiment de le mettre dans un carcan, je pense que par finir, ça va nous échapper. Donc pour finir, je te salue et puis c'est tout, j'ai l'habitude de le dire. J'aime toujours saluer les hommes de l'homme parce qu'il faut que Maïga accepte pour que vous et moi, nous puissions être entendus, nous pouvons être entendus et vus sur les différentes antennes, les différentes plateformes. Donc si Maïga ne veut pas, parce que tout ce que nous avons dit restera ici. Donc, je tire chapeau à eux aussi. Et c'est tout. Je vous tire chapeau aussi. Vraiment, vous êtes une grande cousine. Merci. Merci beaucoup, cousin Moussa Tembéné. Voilà, c'est le Mali qui gagne. Alors, le cousinage, c'est l'une des valeurs vraiment fondamentales qu'il faudrait préserver le plus que possible. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin de notre décryptage de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. On se dit à une prochaine. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement et un clin d'œil, un grand coucou même je dirais à la diaspora qui nous suit par le monde. On se dit à la prochaine.